Salam alaikum Azul, bonsoir. Sellal est donc parti, après 5 années aux charges de Premier ministre. Et il s'en va sans rendre compte de quoi que ce soit. Comme s'il n'avait géré qu'une vulgaire épicerie. Et encore, quand on clôture le compte d'une épicerie, et surtout après une faillite, on fait son bilan. On se met en règle avec le fisc, on épure ses créances. Pour ce qui est de Sellal et de son gouvernement, qui s'est pourtant distingué par une cacophonie sans précédent et par des turpitudes qui ont crevé le plafond de la gabegie, rien ne s'est passé. Tout est passé en perte et profit, plutôt. Khawa khawa. Pas la moindre interpellation, ni par le Parlement, ni par le Conseil de la Nation, ni par le chef de l'État, ni même par la société civile, et encore moins par la presse. Et mieux encore, rien ne dit que Sellal ne pourrait pas revenir au même poste, voire plus. Le journal Liberté suggère même, avec le plus grand sérieux, qu'il n'est pas exclu, ce sont leurs propres termes, qu'il n'est pas exclu qu'il ait été mis en réserve de la République en perspective d'une succession présidentielle 100 ans. 5 ans. 5 ans de gestion chaotique. On ne peut plus chaotique. Qui s'est distingué par l'improvisation, l'étalage de la grande corruption sur la place publique, les scandales à répétition. Et quel scandale! La crise économique, la chute gravissime des ressources financières, un chômage qui a crevé tous les plafonds des statistiques, une détresse sociale qui se répand à des couches de la population qui se croyaient à l'abri, la dégradation abyssale du niveau de vie des Algériens, un malaise social qui entre dans une phase de protestation aiguë, la fraude au bac, une école sinistrée, une université qui n'en finit plus de sombrer, la question du MAC qui tend à s'envenimer, des élections législatives qui se sont distinguées par le plus grand boycott jamais connu dans le pays. Des nominations à des postes ultra sensibles de personnages qui ont été condamnés par la justice pour des cas d'indélicatesse, pour le moins qu'on puisse dire, et une infinité d'autres gros problèmes. Voilà ce qu'a été le passage de Abdelmalek Sellal à la tête du gouvernement. Et je ne parle pas de la personnalité même du monsieur, de ses frasques, de ce qu'il croit être de bons mots, de ses petites phrases, ses pitreries diplomatiques. Et je ne parle pas des scandales qui ont concerné sa propre famille, qui l'ont gravement éclaboussé et qui ont été étouffés de façon grossière. Et il s'en va, normal, comme si de rien n'était. Il y a même des journaux qui l'ont salué comme un Premier ministre d'exception. Algérie 1 a titré en manchette, s'il vous plaît, « Sellal s'en va la tête haute ». La tête haute alors qu'il n'a pas soumis au Parlement une seule fois en 5 exercices de déclaration de politique générale, alors qu'il en avait l'obligation constitutionnelle. Encore une fois, les Algériens en auront été pour leurs frais. Le régime n'a pas jugé utile de leur donner la moindre explication, si ce n'est la laconique formule du communiqué présidentiel qui rend hommage au travail accompli par Sellal et son gouvernement. Zama. Encore une fois, les Algériens n'auront pas eu droit au chapitre
alors qu'ils viennent d'infliger un grave désaveu au régime par une abstention record aux dernières élections. Et tant va la cruche à l'eau. Aujourd'hui. Algérie part. Les raisons pour lesquelles Sellel est sanctionné et remplacé par Tebboune. Par Abdou Semmar. Liberté. Sellal. Les raisons d'un départ. Par Karim Kébir. Algérie 1. Gouvernement. Sellal s'en va la tête haute. Par Nabil Semian. Sellal, quel bilan? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et nous parlerons aussi, si nous le pouvons, du nouveau gouvernement. Et j'ai le plaisir donc de recevoir ici, sur le plateau, Boukhalifa Ben Mammar, militant pour la démocratie. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, merci pour votre invitation. Merci à vous. Au téléphone, depuis Alger, Karim Tabou, président de l'UDS, et Farhat Aïtali, expert financier. Boukhalifa Ben Mammar, donc si je vous demandais de faire un bilan comment dire, du passage de monsieur du typhon Sellel pendant 5 années successives à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre. Qu'est-ce que vous me diriez? Le typhon, je pense qu'il faudra quand même essayer de trouver quelque chose d'un peu moins fort. Moins sérieux, oui, moins fort et moins sérieux. Oui, c'est plutôt le typhon lui-même est quand même un mouvement circulaire. En fait, dans ce sens-là, oui, c'est un typhon puisqu'il fait du surplace. Donc, malheureusement, c'est encore une fois rajouter une période. Une période sans importance cruciale dans la construction démocratique de notre pays. Donc c'est un personnage qui s'en va avec ses casseroles, indépendamment de... Ce n'est qu'un maillon du pouvoir, qui a servi de fusible et qui malheureusement n'a pas apporté grand-chose. Par contre, il a quand même structuré une forme de non-communication et de condescendance à l'égard du peuple, puisqu'à plusieurs reprises, il a eu à s'exprimer, mais en des termes... si je dis condescendant, je serai gentil avec lui. Quand on compare des citoyens qui bougent et qui veulent participer à la construction de leur pays, donc les taxés de Chiridma et de quelque chose qui est indigne de quelqu'un qui occupe cette fonction. Je pense qu'aussi c'est un personnage qui a désincarné entièrement la fonction, qui est quand même celle d'un Premier ministre, c'est celui qui est censé quand même essayer d'apporter... Qu'il a désincarné ou qu'il a rabaissé, ravalé à un point qu'on ne peut même pas imaginer? Je pense qu'il a complètement désincarné, de par ses sorties d'abord qui ne reflètent rien, parce que je ne veux pas rentrer sur des éléments intrinsèques à la personne en appréciant la culture ou l'inculture du personnage. Ce n'est pas le but de l'analyse politique que j'en fais, mais je dirais tout simplement que c'est quelqu'un qui est passé, qui sera vite oublié par le peuple. Donc c'est un transparent. Donc c'est un passage transparent. C'est ce qui m'est revenu en discutant depuis quand même 3-4 mois avec des amis, des collègues me disent de toute façon c'est quelqu'un qui va être oublié, mais à la vitesse, une vitesse grand V. Vous pensez qu'il ne serait pas, comme le dit Liberté, le journal Liberté, mis en réserve de la République pour éventuellement succéder à Bouteflika? Je ne pense pas. Je pense qu'il a soigné quand même. Il a soigné sa sortie pour des raisons très simples. Je pense comme tous les responsables qui ont été aux affaires dans le pays, le but c'est de se faire oublier aussi vite que possible. Parce que maintenant, je pense que fini l'histoire, la parenthèse du statut du Premier ministre. Je pense qu'il s'en va aller gérer ses affaires. Certains parlent d'une voie de garage qu'on lui préparait éventuellement, celle d'ambassadeur, entre autres, dans un grand pays, peut-être même la France.
Oui, mais je pense qu'il se rapprocherait aussi du centre, du véritable centre des intérêts personnels, parce qu'il a quand même été touché par un scandale. Voilà, donc on est à Paris, donc il a été touché par le scandale de sa fille, mais ne se focalisons pas là-dessus déjà encore Vous une pensez fois. que le régime pourrait, à la limite, qu'il le désigne en qualité de Premier ministre, parce que le régime s'en fiche un peu des Algériens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, mais le nommer ambassadeur en France, dans un pays qui est leur cœur battant, qui est l'endroit où ils pourraient mourir, vous pensez qu'il pourrait désigner un comique du genre de celle-là, une telle charge? Derrière, quand même, derrière le spectacle qu'il nous a fourni à plusieurs reprises, c'est quelqu'un comme qui a été coopté par le système il y a déjà 5 ans. Et je pense que Paris va donner un peu son aval entre parenthèses. Il s'est montré quand même à la hauteur de ce qui s'est passé, puisque quand même sous son gouvernement, il y a eu quand même des concessions qui ont été faites à des opérateurs économiques français. Donc il n'est pas des moindres. Parce que si on doit décortiquer... Ce n'est pas lui. Nous Oui. savons très bien, vous et moi, Bien sûr, que lui exactement. ne décide rien. Il est là en façade, mais il ne décide rien. Il n'a jamais décidé de quoi que ce soit d'important. Oui, Vous savez bien. donc à la limite, s'il a un profil de serviteur, servile et zélé, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas faire de vagues, hein, donc, où le parachute le mènera, donc il s'acquittera fort bien de sa tâche. Mais encore une fois, depuis quand même une quinzaine d'années, donc tous ceux qui ont été aux affaires, une fois qu'ils partent, ils ne partent pas en retraite. Donc il y a une seconde vie qui se fait derrière. Donc il ne faut pas oublier que ces gens-là ont amassé des fortunes derrière, donc ils doivent aller les gérer. Donc ils doivent y reprendre. Et la France est extrêmement importante, puisqu'ils sont tous là. Il n'y a quasiment pas de grands barons du régime qui ne disposent pas de résidence et de biens en France. C'est quasiment impossible. Il n'y a quasiment pas d'exception. Et donc, en plus du fait que c'est connu, hein, la France est devenue une sorte de plaque tournante pour le blanchiment de grosses sommes d'argent qui viennent d'Algérie pour aller ensuite vers des destinations inconnues, mais qui passent par là, hein, pour être blanchis. Et donc, on ne peut pas se permettre le luxe de désigner un Sellel à la tête d'une organisation semi-mafieuse, quasiment, quand il n'est pas capable d'être sérieux 5 minutes. Mais c'est une tradition qui remonte au lendemain de l'indépendance, de toute façon. Donc même sous Boumedienne, qui se montrait quand même le plus révolutionnaire de tous, donc c'est quelque chose qui s'est toujours fait, hein. Donc la bénédiction de la France pour tout ça. Moi, je ne dirais pas la bénédiction de la France. Ce serait porter atteinte à l'État français, au peuple français. Je dis plutôt la bénédiction de certains milieux occultes de la politique française. Certains lobbies aussi. Je pense qu'il y a quand même des règles qui sont non écrites dans la politique en France. Voilà, donc ils ont toujours ménagé le chou et la chèvre. Donc la raison d'État a toujours géré, a toujours prévalu dans ces rapports. Donc on ne va pas changer. Donc, comme il y a eu la France-Afrique, il y a quand même la France-Algérie. Donc c'est des pans entiers de l'histoire qu'il y a lieu d'écrire. Et ça va être une matière, il y a de la matière pour les chercheurs d'histoire ultérieurement, parce que l'histoire avec un grand H, quand on va commencer quand même à avoir, on n'est pas tellement friand du détail, mais il y a tout un système qu'il faudra mettre à nu de toute façon. Parce que je me suis permis la dernière fois de vous en parler, il y a une dette quand même, il y a une dette de la France vis-à-vis du peuple algérien, c'est qu'on a perdu quand même des opposants politiques sur le sol français, du simple fait de leur accointance avérée et de leur bienveillance à l'égard de ceux qui sont acquittés de cette tâche misérable. Donc, dans une connivence avérée et parfois, bien sûr. Par exemple, le cas Halim Sili, dont Oui. l'assassin avait été exfiltré, exfiltré, on l'a aidé à s'enfuir vers l'Algérie par le ministre de l'Intérieur français lui-même, Bien sûr. M. Pasqua à l'époque. Oui, Donc, et tout ce système-là participe à cet état de fait. Donc je pense que c'est pas qu'une plaque tournante, mais c'est une rampe de lancement pour
pour tous ces gens-là, puisque l'Algérie représente un peu la porte vers le Maghreb et vers l'Afrique, mais en contrepartie, la France représente cette porte d'entrée de ces capitaux qui arrivent de tout le Maghreb, soit de la Tunisie, du Maroc ou de l'Algérie, mais qui arrivent en Europe pour non seulement recycler, réinvestir. Voilà, donc comme encore une fois le but, on n'est pas tellement friand de détails ni de normes, mais il y a tout un système qu'il faut mettre à nu. Historiquement parlant, donc il y a un devoir de vérité vis-à-vis de nos peuples respectifs, mais surtout le peuple algérien, qui a besoin quand même de savoir et de comprendre et de connaître un peu tout ce système. Et le risque, c'est plus ça prend le temps et plus on risque de ne pas avoir accès à cette partie de l'histoire. Mais encore une fois, donc les voies de garage, je ne pense pas qu'elles existent. C'est plutôt c'est des gens qui vont rempiler, mais qui de toute façon seront appelés à d'autres tâches. Je dois préciser à nos téléspectateurs que nous avons un problème de téléphone. Nous ne savons pas trop quoi penser de ces pannes de plus en plus fréquentes de notre téléphone, de ces coupures, comme cela a été le cas hier où notre direct a été interrompu. On pensera ce qu'on voudra, c'est peut-être juste des problèmes techniques. Nous verrons, nous sommes en train d'enquêter sur la question. Donc nous ne pourrons pas recevoir, malheureusement, c'est vraiment dommage, nos amis Karim Tabo et Farhat Aïtali, mais nous avons eu la chance d'avoir dans nos locaux le juriste Azdin Zalani, qui est donc ici avec nous et que nous avons réussi à alpaguer comme ça, à un détour de couloir. Azdin Zalani, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez une mine superbe. Je vous félicite. Il semblerait. Ouais. Alors, Azdin Zalani, donc nous sommes en train de parler de Sellal avant d'entrer dans le nouveau gouvernement, dans la question du nouveau gouvernement. La Constitution fait obligation au chef du gouvernement à chaque exercice de faire une déclaration de politique générale devant le Parlement, devant l'Assemblée. C'est impératif, c'est une disposition constitutionnelle. Or, M. Sellal, en 5 années, n'a pas fait cette déclaration une seule fois. C'est une grave violation de la Constitution et il s'en va comme ça. Alors non seulement il n'a fait aucune déclaration devant le Parlement, déclaration de politique générale, mais en plus, cette fois-ci, il s'en va sans rendre compte, sans vraie passation de consigne, sans vrai bilan, j'allais dire, de ce qu'il a fait, n'a rendu compte à personne et il s'en va alors que nous connaissons l'état désastreux, ravageur de son passage au gouvernement. Oui, bon, maintenant parler de la Constitution ou du droit en Algérie, c'est presque sourire, car pratiquement aucune disposition constitutionnelle ou légale ou autre, etc., n'est respectée, malgré l'inflation de textes réglementaires, juridiques et autres, etc. La dernière réforme ou révision constitutionnelle a engrangé encore un certain nombre de textes allant dans les détails, des détails qui sont superfétatoires dans ces cas-là, pour pouvoir donner l'impression d'une démocratisation de la vie publique, etc. Alors qu'en réalité, dans la pratique, et depuis de longues années, avant même 99, à partir de 88, on a assisté petit à petit à grignotage, n'est-ce pas, des quelques libertés, des quelques droits qui ont été donnés, particulièrement à l'instance législative, qui est devenue le pouvoir législatif, alors qu'à l'époque d'avant 92, d'avant 89, c'était la fonction législative. Ce n'était qu'une seule fonction. Actuellement, on revient à la fonction législative. Il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a qu'un pouvoir exécutif personnifié par le chef de l'État. Les autres pouvoirs, qui a, bien entendu, tous les autres pouvoirs reconnus, notamment celui du Parlement, ou avec ses 2 chambres, déjà avec l'introduction de l'exécutif dans une partie du Parlement,
à l'époque, dans les années 90, quand on a mis le tiers bloquant, le tiers présidentiel, où donc l'exécutif qui intervient directement en plaçant le tiers pour bloquer, c'est un tiers bloquant, le travail des deux assemblées, parce qu'il faudrait que les lois passent par le Sénat, et elles ne peuvent passer par le Sénat s'il n'y a pas le tiers, parce que le Sénat ne vote que à 66%. Donc quitte à bloquer le travail majoritaire et à exiger 66% de majorité, tout en ayant un tiers bloquant qui provient du pouvoir exécutif. Déjà, depuis donc les années 2000, on a assisté à... Le fameux tiers présidentiel. Voilà, on a assisté à un certain nombre de fonctions qui appartenaient au chef du gouvernement sont passées au président de la République déjà à l'époque du Yamin Zarouel. Et à partir de 1999, et d'une manière déclarée, on a assisté à pratiquement la fin, à rendre quasi symbolique, mais au-delà du symbolique, quasiment vulgaire, la fonction législative. Donc il ne faudrait pas s'étonner. Mais là, en l'occurrence, ce gouvernement, celui de Sellel, qui part à un moment où l'Assemblée vient juste de finir sa législature, et où la nouvelle vient juste d'être installée, donc 80% des députés ne savent même pas la différence entre un budget d'équipement et de fonctionnement. Et donc ça passe comme une lettre à la poste. Ce gouvernement est dissous, l'autre arrive sans qu'il y ait de compte à rendre, rien, il ne se passe rien. Oui, mais c'est la logique des choses. C'est vraiment dans la logique des choses. Est-ce qu'ils ne sont pas tenus de rendre compte, de faire un bilan avant de partir? Dans leur logique, maintenant, ils ne sont Non, plus légalement, sur un plan légal. Ah oui, du point de vue légal, effectivement, le Parlement a son mot à dire sur le vote des lois, sur tout cela, et y compris, a priori, sur la majorité gouvernementale, pas la majorité présidentielle. Cette violation d'une disposition constitutionnelle clairement établie, qui lui fait obligation de faire une déclaration de politique générale et qui doit donner lieu à un débat à chaque fin d'exercice. Est-ce qu'il ne peut pas demain être interpellé pour violation? Toutes les interpellations provenant du Parlement, quelques-unes, individuelles, etc., des lettres, du courrier, etc., et tout, qui ont demandé à des ministres sur des questions de détail ou d'importance, n'ont pas eu de réponse. Aucune loi n'est venue du Parlement. Oui. Tout est venu de l'exécutif. Il y a une mémise totale de l'exécutif. Je reviens encore, l'un des organes qui devrait normalement s'occuper de cet aspect-là, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Et le Conseil constitutionnel est complètement acquis plutôt, bien entendu. Au clan présidentiel. Que ce soit à chaque fois qu'on met un chef, c'est un chef qui est acquis au pouvoir présidentiel. Oui. Bien. Voilà, donc le Parlement... Ce Parlement-ci, celui qui vient d'être élu, entre guillemets, bien sûr, s'il décidait demain, oublions les accointances, les connivences, est-ce qu'il a la possibilité légale de pouvoir interpeller le chef de l'État et lui demander des comptes sur un tel départ du Premier ministre qui n'a pas rendu compte aux représentants du peuple? Mais du gouvernement, oui. Ils ont le droit théorique. Au nouveau gouvernement? Au nouveau gouvernement. Pour lui demander d'interpeller l'ancien chef du gouvernement? Lors des sessions parlementaires qui sont maintenant larges, d'interpeller théoriquement. Le problème, ce qui se passe quand vous discutez avec des députés, ils disent qu'ils ne nous écoutent pas. Quand on écrit, ils ne nous répondent pas. Quand ils écrivent des questions parlementaires, la fameuse question parlementaire, écrite à des ministres sur des questions de détail parfois, des questions issues dans leur wilaya ou des choses de ce genre, au-delà des grandes questions aussi nationales, on ne leur répond pas. Le député est tenu là où il est actuellement dans sa situation, puisqu'il est boudé par la population d'une part, puisqu'ils sont cooptés par les officines et autres intérêts d'autre part, puisqu'ils acceptent aussi l'indignation et l'indignité d'être là où ils sont comme étant un pouvoir législatif et représentatif, mais qui ne le sont pas. Et finalement, on assiste à cette dégringolade, à cette bassesse dans les institutions, à cette autodestruction de toutes les institutions du pays, représentatives ou pas, quelles qu'elles soient et à quel niveau elles soient. Et c'est l'État, en fait, algérien, qui est en train de s'écrouler devant nos yeux. Alors, quelques questions d'abord sur M. Sellel et les ministres partants. Je vais les citer. Donc, M. Sellel, le ministre de l'Énergie Nordine Botarva,
Abdeslam Bouchouar, ministre de l'Industrie et des Mines. Mais nous allons écouter la liste complète des partants, des arrivants et des nouveaux nommés. Et après, nous discuterons. Abdelmajid Tebboune, Premier ministre. Les ministres arrivants. Abdelghani Zahlan, ministre des Travaux publics et des Transports. Youssef Chorfa, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Jamel Kawan, ministre de la Communication. Mahjoub Bedda, ministre de l'Industrie et des Mines. Mustafa Guitouni, ministre de l'Énergie. Mourad Zemali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères. Abdelrahman Raouia, ministre des Finances. Abdelkader Bouzeri, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Ahmed Sassi, ministre du Commerce. Fatma Zohra Zarwati, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Taher Khawa, ministre des Relations avec le Parlement. Ahmed Noui, ministre secrétaire général du gouvernement. Les ministres partants. Nourdin Boutarfa, ex-ministre de l'Énergie. Abdeslam Bouchouarb, ex-ministre de l'Industrie et des Mines. Abdeslam Bouchlerm, ex-ministre de l'Agriculture. Hamid Green, ex-ministre de la Communication. Abdelwahab Nouri, ex-ministre du Tourisme. Abdelmalek Boudief, ex-ministre de la Santé. Mounia Meslem, ex-ministre de la Solidarité. Aïcha Tagabou, ex-ministre délégué chargé de l'artisanat. Mustafa Karim Rahail, ex-directeur de cabinet du Premier ministre. Mohamed El Ghazi, ex-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ramtan Lamamra, ex-ministre des Affaires étrangères. Les ministres maintenus. Nourdin Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Tayeb Louh, ministre de la Justice. Nouria Benrabrit, ministre de l'Éducation nationale. Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidines. Azzeddin Mihoubi, ministre de la Culture. El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports. Houda Iman Faroun, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Professeur Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Nous avons dit Gaïd Salah en dernier dans la liste. Le premier. Il est le premier. C'est très Protocolairement, c'est très important. C'est très important. Ouais. Il est mis avant tout le monde. Presque. Protocolairement, c'est le premier des ministres après le chef du gouvernement. Alors qu'il n'est que vice-ministre. Mais vice-ministre de la Défense nationale. Oui, voilà. Vice-ministre. Oui, oui. Alors, nous avons oublié de citer Messoud Ben Agoun, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui appartient au MPA de Ben Younes. Alors, nous allons commencer par les partants. D'abord, le changement le plus notable, le plus curieux, le plus bizarre, c'est le départ de Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères. Et qui le remplace, c'est en quelque sorte son supplétif, celui qui avait un mini-ministère accroché à sa locomotive, celui des Affaires africaines, maghrébines et de la Ligue arabe, qui devient ministre de plein exercice. Et Ramtan Lamamra est évacué. L'un, l'autre. Je pense que de toute façon, il a été quand même un fidèle serviteur du système. Donc, et c'est comme ça qu'il est remercié ? Oui, mais c'est le propre des zélés serviteurs du système. Sinon, le système ne serait pas ce qu'il est. De toute façon, c'est une image que l'on renvoie aussi. Je ne dirais pas que c'est désolant, mais je
pense que le bonhomme savait à quoi s'attendre de toute façon. Mais qu'est-ce qui explique ces échecs diplomatiques, cette dégringolade magistrale de l'Algérie à l'international Oui, mais de toute façon, il y a quand même globalement toutes les péripéties qu'a connues le système algérien. Donc il a eu quand même des représentations diplomatiques d'une certaine crédibilité, d'une certaine valeur, d'un certain niveau. Mais comme l'histoire n'est pas enseignée correctement chez nous, la diplomatie des années 60 ou 70 n'est pas tombée du ciel. Il y a eu un travail formidable qui a été fait par les bureaux du FLN qui ont été ouverts pendant la guerre de libération. Donc il y a un travail formidable qui a été fait par des gens avec des moyens dérisoires. Donc il y a eu des traditions, donc il y a eu des pays d'accueil, il y a eu des gens qui ont été formés. Donc l'Algérie indépendante de Ben Bella ou de Boumediene n'a fait qu'hériter. Donc rien ne lui revient réellement. Donc il y a un héritage diplomatique algérien du fait de l'engagement de beaucoup de révolutionnaires qui ont apporté beaucoup de choses. Alors peut-être le fameux Karim Belkacem, Bjaoui, Yahya Ben Yahya. Oui, mais ceux-là, c'est ceux qui sont arrivés vraiment vers la fin. Donc c'était la fine fleur qui est arrivée quand même pour négocier les accords d'Évian. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait. Hamdi Yazid, oui, voilà. Donc qui s'est vu confier le bureau américain du FLN par Truman, qui à l'époque. Mais tout ça, c'est quand même découle d'une méconnaissance de l'histoire en général de notre pays et en particulier de ces structures qui sont nées quand même dans la douleur. Donc ultérieurement, après l'indépendance, bien sûr, l'Algérie avait quand même un peu plus de moyens. Donc on était quand même dans une approche un peu plus tiers-mondiste dans les années 60. Et beaucoup de panache du temps de Bouteflika, Boumediene, beaucoup de spectacles, l'Algérie, mec des révolutionnaires, pays des non-indignés, Bandung et tout ça. Oui, mais c'était au fait, c'était les années où on en a vécu sur des acquis. Oui. Réellement, donc, mais aussi beaucoup de spectacles avec rien derrière. Aussi, bien sûr, sans fondement. Et puis, au moment où on dit, d'ailleurs, il y a eu un reportage récemment sur l'Algérie. Ah oui, tout à fait, oui. Mec des révolutionnaires. Oui. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à la même période, Alger était l'antre de la torture, des enlèvements, bien sûr, des séquestrations. Des gens étaient réduits au silence, tués, personne ne pouvait prononcer seulement le nom des opposants qui avaient été tués par Boumediene et compagnie. Non, mais au lendemain de l'indépendance, donc beaucoup de gens oublient que la crise de l'été 62, c'était quand même déjà le début de l'épuration. À partir de 62, où des historiques se sont retirés de toutes les instances dirigeantes, donc tout ça. Mais toujours est-il que la diplomatie algérienne a vécu sur ces acquis. Et nous allons revenir donc. C'est très intéressant, cette histoire de Ramadan Lamamra qui part comme ça. Quelque chose à dire sur ça? Pas grand-chose à rajouter, sauf que le ministre des Affaires étrangères, y compris à l'époque de Bokharouba, Dixit Boumediene, en l'occurrence l'actuel président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le véritable chef de la diplomatie, c'était le président de la République comme étant domaine réservé. Le président du Conseil de la Révolution. Par exemple, voilà, le Conseil de la Révolution à l'époque, Bokharouba. Et pendant les années Bouteflika, le véritable chef de la diplomatie, c'est le président de la République et ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui n'est que l'exécutant. Par contre, il semblerait que comme un peu dans les histoires mythiques grecques, et même dans le cas de Abbas ibn Farnas, il semblerait que certains qui sont poussés ou qu'on laisse aller vers les cieux, se rapprocher des rayons du soleil, voient la cire se fendre pour tomber très trop rapidement. Oui. Et ça, c'est une technique de l'actuel pouvoir. La légende d'Icare. Oui, c'est la question d'Icare. Là, on les laisse se rapprocher, très proche du soleil, et avec beaucoup d'espoir. On parle de présidentiable, on parle de ceci, de cela, et puis après, on lâche. Et nous avons, dans ma région et la vôtre, on disait avant, les
Voilà. باش كتجبدي بدك يطيح من فوق. C'est comment ça se passe. C'est apparemment pour Sellel où on a parlé de présidentiable, on a parlé de tout ça. Et justement, Sellel, pourquoi lui a demandé de constituer un gouvernement, enfin de consulter, du moins il s'est mis à consulter, à parler aux gens pendant plusieurs semaines quasiment, pour ensuite lui tirer le tapis dessous les pieds? Mais j'avais attiré l'attention à l'époque qu'on ne pouvait pas le charger officiellement de consultation, Oui. puisque le Parlement n'était pas encore mis en place. Oui. Et le gouvernement n'avait pas démissionné réglementairement. Donc on ne pouvait pas demander à un non-démissionnaire de constituer un gouvernement. Pas constituer, de consulter. Ou de C'est-à-dire, prendre les rien ne pouvoirs. l'interdit. Rien ne l'interdit, c'était totalement Voilà. informel. Oui, mais on lui a Deuxièmement, demandé jusqu'à lui laisser croire qu'il n'allait pas être dégommé. peut-être c'est aussi des luttes de dernière minute au sein des clans. Alors, nous allons passer rapidement sur certains partants. Abdeslam Bouchouer, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites, sinon je passe. Franchement, c'est un personnage qui est assez symptomatique de ce que les Algériens abhorrent de leur tréfonds. Hein. C'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers. Donc, encore une fois, je ne me focalise pas sur une personne en particulier, mais Pour moi, il n'est pas pire que les autres. Hein. Très franchement, pour moi, Non, mais en fait, on lui reproche beaucoup de choses, mais je ne vois pas pourquoi. C'est ce qu'il incarne, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans une société où on vous matraque un discours crypto-nationaliste, les ennemis de l'extérieur, la main étrangère, Oui. et puis vous avez encore tous ces gens-là qui développent encore un discours contre la France, la France et tout, alors que vous avez des gens qui ont un pied... Oui, mais ils l'ont c'est tous. qu'il a- Un oui. pied de chaque côté de la Méditerranée, des biens ici, ils se sont servis et comment. Bouchouer, à la limite, moi je ne me fais pas son avocat, hein, mais Bouchouer, à la limite, pour moi, c'est un petit. En matière de prédation, il n'a quasiment pris que des miettes. Il a été épinglé quand même dans l'histoire des Panama Papers à sa décharge, Ouais. quand même. C'est contrairement aux autres dont le nom n'est pas sorti. Ouais. D'ailleurs, je me souviens quand il y avait un de vos invités qui avait fait une déclaration fracassante ici sur une émission en direct chez vous, qui a vu son nom remonter avec toute une rumeur organisée du jour au lendemain. Voilà. Après, Lequel, rappelez-moi. je pense qu'il doit être au Canada ou en Suisse. C'était monsieur Benouari. Oui, je pense. Oui. Ah oui, Benoît, C'était on lui a... oui, voilà. là, Donc encore une fois, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on a envie de noyer son chien, donc on l'accuse de rage. Alors, Gageons qu'une grande partie d'entre eux se retrouveront sénateurs, tranquilles ambassadeur. ou ambassadeurs. Voilà. Ou Voilà. à la tête d'institutions Voilà. et d'autres qu'on va leur créer sur mesure. Aussi, qu'une grande partie d'entre eux, sachant que les choses ne sont plus comme avant, qu'il y a moins d'argent, qu'il y a Voilà. la crispation, que la crise, qu'il va falloir serrer, qu'il va falloir gérer sérieusement, etc., ça ne le dérangerait pas maintenant de ne pas se mouiller, puisqu'il n'y a pas grand-chose dans la tarte à partager. Ouais. Donc, à la limite, le Très départ juste. de certains ne serait peut-être pas tout à fait mauvais pour eux. Et puis, ils vont rester calmement dans leur petit coin, parce qu'il y a toujours l'espoir de Toujours. pouvoir revenir. Hein. Alors, quelqu'un qui est parti, moi je n'aurais jamais pensé qu'il puisse partir, tellement il a été zélé, ce monsieur, tellement il en a trop fait. Je vous laisse deviner. Allez, qui est celui qui a fait montre d'un zèle absolument hallucinant. Dans la chita, comme... Dans la chez chita, nous. bien sûr. D'abord, il a fait la chita avant. C'est grâce à la chita qu'il a été nommé ministre. Je ne dirais pas le pseudonyme qu'il utilisait. Vous parlez de celui qui est chargé de la presse Voilà. et de l'information. Nous, les journalistes, Ou il les l'appelle le journalistes. ministre de la publicité, Voilà. M. Hamid Gaden. Oui. Il a été remercié. On lui a demandé d'aller voir ailleurs. Oui, de toute façon, le parcours c'est le parcours du planqué. De toute façon, ce qu'on disait dans votre corporation, c'était pendant que la corporation payait un lourd tribut pendant les années noires, le sieur s'est trouvé quand même planqué au Maroc. Ouais, oui, effectivement. Gageons que les partants ne sont pas des vrais partants et Oui. les arrivants ne ne sont pas que des arrivants pour de bon. pour de- Mais bon, alors, quelqu'un d'autre, un peu rigolo son histoire, l'affaire de Rahmat Rabbi.
Donc, certains disent que c'est ça qu'il a payé. On ne voulait pas le dégommer au moment même du scandale pour que ça ne se voit pas trop, parce que ça a commencé à intéresser à l'international. Donc, ils ont attendu au remaniement pour lui demander gentiment d'aller voir ailleurs. Monsieur Abdelmalek Boudiaf. Sinon, les autres... Moi, je pense qu'il y a quand même une continuité dans tout ça. Oui. Ce qu'on prend, comme pour le dernier gouvernement et celui qui l'a précédé, on prend dans le ministère de l'Intérieur, dans les anciens de l'ENA et surtout chez les walis. Oui. Les walis qui passent ministres. Là, on a une brochette d'ex-walis qui sont passés ministres et qui sont partis. Et on a de nouveaux walis qui viennent et qui deviennent ministres. Alors, les ministres arrivants, d'abord, avant, quelque chose que je voulais signaler. El Hadi Ouldali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, vous savez ce qu'il a dit il y a un jour ou deux? Matoub. Oui, Matoub. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Moi, monsieur El Hadi Ouldali, que j'ai eu à connaître pendant une période et qui était un ami. Oui. Ah, c'est un ami. C'est un ami. D'accord. Enfin, un ami, pas un grand ami, mais une personne que j'ai connue, avec qui j'ai eu l'occasion dans les années 90 de nous battre sur un moment donné sur un sujet commun, celui de l'identité nationale. Et je rappelle que vous êtes la personne passerelle, clé entre les Chaouias et les Kabyles. Vous êtes Chaoui et vous parlez Kabyle, vous êtes entre les deux rives, si je peux dire, ou entre les deux communautés, ou entre les deux ethnies. Ça peut avoir un avantage comme ça peut avoir un inconvénient, parce que les uns vous traitent de suppôts des autres et autres, etc. Être dans l'équilibre, être dans le rapprochement, effectivement. Je me suis, à un moment donné, j'ai effectivement cru, pour en parler franchement, à la fin de la guéguerre, des querelles, des batailles, des disputes réelles entre les Berbères kabyles et les Berbères chaouis. Et je voulais peut-être essayer de rabiboucher, mais les choses n'ont pas fonctionné du tout. Donc pour le Hadi Ouldali, je me réserve le droit ou l'obligation de ne rien dire. De ne rien dire étant... Alors c'est moi qui vais le dire. C'est un ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, et là, on sent que le bonhomme, on lui a dit... Il a essayé de s'enquérir, alors je suis partant, je ne suis pas partant. Ils ont dû lui dire, écoutez, vous êtes sur le fil du rasoir. Ça dépend de vous. Essayez de faire une déclaration qui puisse vraiment vous faire tomber du bon côté du fil du rasoir. Alors lui, il a trouvé quelque chose de phénoménal. Il a fait une déclaration qui a laissé toute la Kabylie bouche bée. Bouche bée. Ça veut dire personne n'aurait pu dire ça. Personne. Et il s'est servi d'un mort, d'un monsieur que les Kabyles aiment beaucoup, et pas seulement les Kabyles, les Algériens aussi, d'ailleurs qui porte le nom très mérité de rebelle, Matoub Lounès. Et qu'est-ce qu'il a dit sur ce monsieur? Écoutez bien, hein, ça vraiment, ça vaut son pesant de... pas de cacahuètes, ça, je ne sais pas. Si Matoub était vivant, il aurait soutenu les mandats de Bouteflika. Et là, je vais vous dire une chose. Et là, on l'a maintenu. Il est toujours ministre. Vous permettez que je dise quelque chose là-dessus? Je vous en prie. À propos de Matoub et du président Bouteflika. Je vais vous faire de temps en temps, quand je passe dans votre... J'ai assisté, moi, je commence par moi-même, en fait, le président de la République a réuni, lors d'une de ses visites à Tizi Ouzou, quand vous dites je suis le plus chaoui des Kabyles, en 99, septembre 99, il a réuni 2 personnes et le troisième c'était moi-même. Les 2 personnes c'était Madame Matoub et la fille Matoub, Malika, qui est toujours vivante et qui peut témoigner. La sœur. La sœur de oui, la fille Matoub, la sœur de Matoub, Lounès. Le 2 septembre 99, nous étions 4 à Tizi Ouzou, dans un endroit lié à la salle des Omnisports, à la fin d'un meeting du président Bouteflika. Et là, je peux témoigner pour la première fois que le président de la République, tout en embrassant la tête de Madame Matoub, mère, a promis
d'une manière très solennelle et très assurée qu'il ferait tout pour trouver le ou les assassins de Matoub. Ouais. La question est posée maintenant, notamment à la sœur de Matoub. Si, depuis maintenant 18 ans, le président de la République a pu découvrir et lui dire, et dire à la justice, bien entendu, qui ou quels sont les assassins de Matoub, qui, on le sait très bien, a été abattu dans des circonstances très particulières qui ont permis le départ fracassant de Zerouel. En tout cas, d'autres tombent. Lounas Matoub, Rabbi Yarhamou, A dit vient Agoro, trahison, trahison, trahison. Voilà, très clair. Alors, Je voulais juste faire une parenthèse et la refermer. En 90, j'étais encore étudiant à l'université de Ouzou. J'avais assisté devant le portail de ce qui est actuellement la maison de la culture de Tizi Ouzou à une discussion entre le Hadi Ould-Ali et Matoub Allah yarhamou. Il faut aussi reprendre le parcours politique de Hadi Ould-Ali, qui a été quand même un militant très discipliné au sein du RCD, donc, qui s'est acquitté de toutes les tâches qui lui ont été demandées à l'époque. Mais je me souviens de cet échange assez virulent d'ailleurs qui s'est produit devant le portail où il y avait un attroupement monstre. Mais tout ça pour vous dire que... Ça veut dire qu'il s'est disputé avec Matoub Lounas? Non, mais non, ici, il y avait quand même un échange assez houleux, puisque, vous savez, Lounas, c'est quelqu'un qui est fortement apprécié parce que c'est quelqu'un de très disponible. Et par qui n'a pas la... C'est pas quelqu'un de rancunier, au fait, mais ce n'est pas quelqu'un de rancunier, au fait. Hein. D'ailleurs, ultérieurement, vous retrouvez il y avait rapidement des circonstances où vous revoyez Ould-Ali qui était l'invité de Matoub après chez lui, en train de rompre le pain et le sel, comme on dit, en présence d'un certain nombre de personnes. Donc c'est un reportage qui a été fait à l'époque pour Arte qu'on peut consulter sur Internet. Donc il y a une forme, en fait il dit ça, il le dit parce qu'il témoigne d'une certaine proximité tardive qu'il a eue avec le rebelle, comme on dit chez nous, mais ça s'arrête là. Personne ne croit que Matoub Lounas aurait accepté une telle forfaiture de quelqu'un qu'on reconduit un 4e mandat alors qu'il est incapable de prononcer son propre nom de famille. Je pense que Matoub se situe sur un autre niveau et à un autre... on ne peut pas le ramener et le réduire à... En tout cas, il a été utilisé pour... Et donc nous allons aller vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Parmi les ministres arrivants, Abdelghani Zahlan, ministre des Travaux publics et des Transports, Youssouf Sharfa, ministre de l'Habitat, Jamal Kawan. Alors, Jamal Kawan qui est ministre de la Communication. Il ne veut pas qu'on l'appelle Kawan. C'est connu dans la profession. Et je signale aussi que dans ce nouveau gouvernement, il y a 3 ex-journalistes. Vous voyez, comme quoi le métier de journaliste... c'est mieux qu'avocat. Hein, il y a Messahel, Kawan et Zarouati, qui étaient journalistes. Alors, donc M. Kawan, qui ne veut pas qu'on l'appelle Kawan, il préfère qu'on l'appelle Kawan. Mostafa Guitouni, ministre de l'Énergie, Mourad Zemmali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il était à l'Ansège, ce monsieur. Il n'était qu'à l'Ansège. On ne sait rien d'autre de lui. Et l'Ansège, ce n'est pas forcément une réussite. Et là, on le nomme ministre du Travail, qui est un ministère d'une très grande importance, surtout par les temps qui courent. Oui, moi je pense qu'il y a eu une espèce de précipitation déjà parce qu'il faut combler le vide très vite et puis donner cette impression d'agitation, comme quoi on se met au travail. Mais je pense aussi que les Algériens ne sont pas dupes. Quand vous me dites 3 journalistes, on a eu quand même des journalistes du Sérail qui sont devenus on a eu HC, on a eu
Zahia Ben Arous, on a eu tous ces gens-là. C'est vrai, c'est le mot, hein, des journalistes du Sérail. Oui, vous faites bien de le préciser. Oui, vous savez, c'est des gens qui, même en ayant terminé leurs études, étaient logés dans les cités universitaires. Habib Choukri. Habib Choukri, Souria Boualama, tous ces gens-là. C'est vraiment des journalistes du Sérail et qui sont du Sérail stalino, je me permets de le dire, parce que je ne veux pas que ça reste devant, mais toute cette machine a produit ces gens-là, mais des serviteurs plus que zélés du système, qui, je pense que le zèle est à hauteur de ce qu'ils veulent engranger comme dividende de leur position. L'ascenseur social chez nous, c'est ça. Il semble qu'il y ait une, et je vous donne la parole, Azdine Zalani, il semble qu'il y ait une arrivée qui semble être très positive, que les gens ont appréciée. C'est celle d'un monsieur qui est complètement inconnu dans le sérail politique. Mais je ne sais pas, les gens l'apprécient et saluent son arrivée. Il s'agit du professeur Mokhtar Hazbellaoui, qui a été nommé ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Et les gens se disent, ah, enfin un vrai professeur de médecine qui va peut-être faire quelque chose dans ce secteur sinistré. Oui, mais dans tous les cas, après le dévoiement de l'instance parlementaire et législative, c'est le dévoiement aussi de l'instance gouvernementale qui est une instance politique avant tout, avant qu'elle soit une instance de techniciens ou de technocrates. Le dévoiement actuellement du gouvernement dans sa force politique laisse paradoxalement très très fragile le haut du gouvernement, en l'occurrence la présidence déjà très fragilisée, donc avec un parlement qui ne pèse rien et qui n'a aucun poids politique, avec un gouvernement nouveau de jeunes à qui on peut le souhaiter bien entendu tout le succès, mais qui ne pèse pas non plus sur la scène politique face à cette période de crise, face à une présidence de la République inexistante, on peut se poser des questions et beaucoup plus de craintes sur l'avenir de l'Algérie, l'avenir prochain de notre pays. Merci, cette émission est donc terminée. Je vous remercie Azdine Zalani, je vous remercie Ben Mamar, Ben Khalfa. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.